c'est parti pour 13 km jusqu'à Sogg. Étape courte, mais ça va grimper. On va y aller doucement les 2 premières heures. Le temps est revenu au beau. C'est un petit peu frais ce matin. Nous traversons l'Allier sur le pont construit par Gustave Eiffel avant d'aller rive gauche et de grimper sur le plateau de la Margeride. Et on va rentrer en Gévaudan. Ah oui, il y a la bête. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de 403. J'ai regardé, elle avait son contrôle technique. Bon, hier, je vous avais dit que je vous parlerai des Monts Lore. Je vous en parlerai. Mais après la côte, celle-là va être longue. La dernière fois, j'étais parti sur la droite, qui est une portion sympa. Mais là, manifestement, il y a dû y avoir un éboulement. On est obligé de prendre la route. Ça, c'est moins bien. On aborde le rocher du Lion. J'ai du mal à voir une forme de lion. Ou alors, c'est qu'il a bien souffert le lion. Et en face, on peut apercevoir Rochegude, là où nous étions hier midi. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont des mousquetons pour les grimpeurs. Ça sert à s'assurer, on passe la corde dans les mousquetons au fur et à mesure qu'on grimpe. Alors, à noter que les grimpeurs baptisent leur voie. Une voie, c'est une ligne d'escalade. Et là, il y a des noms assez marrants. Par contre, je peux vous dire que grimper en dévers comme ça, c'est extrêmement physique. Alors le problème des orgues basaltiques, de la grimpe sur ces orgues-là, c'est que c'est un rocher qui présente de nombreux points de faiblesse juste à la jonction entre 2 tuyaux d'orgue, entre guillemets. Ça m'est arrivé de grimper du côté du Pradel en aval à une quinzaine de kilomètres. Et quelquefois, on retrouve des voies par terre. Et la faiblesse, c'est à ce niveau-là. Au fur et à mesure des hivers, l'eau s'infiltre, elle gèle, elle fracture la roche. Et à un moment, toute cette partie-là du rocher se casse la figure. Et ça fait un gros bout de rocher. Alors quand je faisais de l'escalade, il y a de cela jadis naguère, enfin surtout jadis que naguère, ce site n'était pas aménagé. Alors Ricardo, j'aurais grimpé celle-là. Voilà, c'était la minute escalade de cette étape. Ah, ça monte. On va arriver à la chapelle de la Madeleine.
où il y avait un oratoire troglodyte au XIIIe siècle. Bon, c'est fermé, mais je vais quand même essayer de vous montrer l'intérieur. Voilà, Escluzel, 733 mètres. On a bien grimpé, mais la montée n'est pas finie, on n'est pas encore sur le plateau. Chevaux dans les fleurs suffisent à mon bonheur. Voilà, c'était la poésie du jour. Ça va? Elle n'est pas si terrible que ça, cette montée. Elle n'est pas si terrible que ça, cette montée. Ah. Alors ça, c'est complètement inutile. Il y a une habitude de plus en plus courante, c'est de faire des cairns partout. Là, il n'y a qu'un seul chemin bien balisé. En plus, déplacer des pierres, c'est comme si un géant décidait de prélever des maisons un peu partout pour faire un cairn. Parce que les cailloux, ça abrite toute une petite faune. Et en plus, dans certains coins en montagne, il y a tellement de cairns disséminés un peu partout qu'on ne sait plus quel est le bon itinéraire. Donc de grâce, évitez de faire des cairns partout sur le bord du chemin. Merci pour les animaux. Bon, on devrait bientôt prendre pied sur le plateau et finir cette longue montée. Il y aura bien quelques petites côtes plus tard, mais ça va aller. De toute façon, après, ça descend jusqu'à Sog. Bon, on a fait le plus dur. C'est l'heure d'une pause pain au chocolat. Mode été, et finalement on va redescendre un peu plus bas parce qu'il y a 3 charmantes pèlerines, des vieilles dames qui nous ont dit il y a du café, il y a tout un tas de bonnes choses à manger. Donc on va prolonger la pause pain au chocolat, ou plutôt gâteau, par une pause café et plein d'autres bonnes choses. Elles nous ont tentés quand même. Mon Dieu ne nous soumet pas à la tentation, mais un petit peu quand même. Bien, après cette pause café fougasse, enfin cette deuxième pause après la première, il est temps de repartir. Il nous reste à peine plus de 8 km à faire. Et comme il est 11 h, on aura le temps de traîner un peu dans Sog. Maintenant, le terrain va onduler jusqu'à la dernière descente sur Sog. Et on a un temps idéal pour marcher. Il va être temps pour moi de vous parler des seigneurs de Mont-Laur, mais après la petite côte. On avait dit stop les côtes,
Bien, parlons donc des seigneurs de Montlore. Alors hier soir, j'ai fouillé sur internet, j'ai trouvé certaines publications qui étaient intéressantes, dont une sur l'articulation des différents diocèses de la région, qui était un poil compliqué. Mais c'était intéressant depuis l'époque carolingienne. Il va falloir que je la révise, mais à tête reposée et sans devoir aller au séminaire. Alors des seigneurs de Montlore, il y en a toute une tripotée, enfin, principalement dans la moitié sud de la France, et celle qui nous intéresse, c'est les Montlore du Vivarais. Le Vivarais, c'est le massif montagneux qui borde le massif central sur sa façade orientale et qui est délimité à l'ouest par la chaîne du Mézin et du Mont Gerbier-de-Jon. Mont Gerbier-de-Jon qui abrite les sources de la Loire. Bref, intéressons-nous au Montlore du Vivarais, dont l'intitulé des armoiries était, je l'ai noté parce que c'est compliqué, d'or au lion de verre, armé, lampassé et couronné de gueules. Bref, un lion bleu et blanc avec des griffes et une couronne rouge, le tout dessiné sur une feuille jaune. Ah, c'est plus simple comme ça. Bien, reprenons avec les Montlore. Les Montlore étaient une famille assez importante, qui régnait sur un domaine assez étendu, qui comprenait les hauts plateaux et les montagnes drainés par la Loire et ses premiers affluents, par la haute vallée de l'Allier entre le Velay du Louvenon et la Margeride où nous nous dirigeons, et puis par le bassin de l'Ardèche dans les contreforts sud-est du Massif central. Très peu de sources écrites existent sur cette famille, mais on sait que de 1129 à 1274, les Montlore se sont succédés de père en fils. En même temps, une succession de fils en père, c'est un peu plus rare. Commençons ce passage en revue rapide des différents seigneurs Montlore à partir du premier, Ponce II. Ça y est, ça commence avec les numérotations farfelues. Ponce II, au XIIe siècle, partage son temps entre la lutte contre l'évêque du Puy et des séjours plus ou moins longs chez les différents seigneurs du sud de la France. La suite, après la petite côte. Le deuxième Montlore est Ponce III. Et non pas Ponce II, parce que, comme vous l'aurez sans doute remarqué, la numérotation des Ponces commence à Ponce plus 1. Bref, Ponce III, lui, participe à la croisade contre les Albigeois et se range aux côtés de Simon de Montfort. Simon de Montfort, homme charmant s'il en est, mais un peu soupolé dès lors qu'il était question d'aller taper du cathare. Elles sont bizarres ces poules. Bien, après cette minute papoule mais presque, continuons avec nos seigneurs de Montlore. J'en étais à Héracle 2 plus 1. Donc Héracle 2 plus 1, donc 3 si je compte bien, participe à la croisade contre les Albigeois et poursuit
la politique de son père contre l'évêque du Puy, lutte qui se termine en 1226, et il faudra que je me renseigne sur les raisons de cette lutte entre les Monts-Laure et l'évêque du Puy. Il ne m'étonnerait pas qu'il y ait une histoire sur le monopole du vin de Metz là-dedans. Bien, passons au Mont-Laure suivant. Le seigneur qui succède à Ponce III n'est pas Ponce IV, c'est Héracle II. Pourquoi pas Héracle Ier? Ça n'a pas compté dans cette famille. Bref, Héracle II, on ne sait pas grand-chose sur lui, si ce n'est qu'il poursuit la politique de son père. Mais pas contre l'évêque du Puy, puisque manifestement la lutte entre les Monts-Laure et l'évêque susdit s'est terminée. Donc on va passer au Mont-Laure suivant. Mais après la petite côte. Le prénom du fils d'Héracle II n'a pas été porté à ma connaissance, mais soit c'est Héracle III, soit c'est Ponce IV, parce que le seigneur qui suit le fils d'Héracle II s'appelle Ponce V. Il était vachement originaux dans la famille. Et nous abordons le village de Rognac. Rognac que Ponce V connaissait peut-être, mais quoi qu'il en soit, il participa à la guerre contre les Anglais en 1294. On est avant la guerre de Cent Ans, qui, je le rappelle, s'est déroulée de 1337 à 1453. Mais c'est bien, ces soudards assoiffés de sang qui veulent défoncer l'adversaire ont battu les Anglais. Chouette type ce Ponce V. Je suis content de trouver des vaches dans les prés. Après Ponce V, Guy Ier participa à la guerre contre les Flamands. Ponce VI à la guerre contre les Anglais, mais cette fois pendant la guerre de Cent Ans. Et Guy II participa à la défense du Vivarais. Oh ben dis donc, t'as dû bien faire la foire cette nuit, toi mon pépère. Hein. Fort logiquement, Ponce VII succéda à Ponce VI, et c'est son fils Louis Ier, quand même, hein, qui conserva le Vivarais contre les Bourguignons. Bourguignons qui, je le rappelle, ont sévi pendant la guerre de Cent Ans et se sont opposés aux Armagnacs. D'ailleurs, je me demande si je ne devrais pas faire une série sur la guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons, plus complète que ce que j'avais fait il y a 4 ans. Quoi qu'il en soit, voilà pour cet inventaire rapide et quelque peu fastidieux des Monts-Laure. J'essaierai de trouver plus d'informations, mais plus tard. Face à nous, c'est Sog. Voilà Sog, dominé par ces sculptures le long du chemin.
Voilà, nous arrivons à Sog. Terme de cette troisième étape. Et maintenant, on va se diriger vers notre hébergement, qui est le même que celui où j'étais resté il y a 4 ans. Et ce soir, ma grande sœur nous rejoint pour venir dîner avec nous. Ah, le raidillon de fin d'étape. Et celui-là, il est raide. Mais, elle m'a grillé dans les escaliers. Comme ils font des travaux dans la rue, l'accès a changé. Bon, comme l'accueil n'ouvre que dans une demi-heure, 3/4 d'heure, on va aller trouver quelque chose de frais à boire. Fin de cette étape d'un peu moins de 13 km ou d'un peu plus de 12 km et demi. Demain, c'est 19 km, je crois, jusqu'au domaine du Sauvage. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.